matin, il y a de la circulation. Donc, sans plus tarder, dans quelques secondes, Tariq Ramadan et le docteur Christophe Oberlin seront là pour une table ronde intitulée « La France, ses musulmans et sa politique étrangère ». Alors, pour vous rappeler, le docteur Tariq Ramadan est professeur d'islamologie à Oxford, directeur du centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Le docteur Christophe Oberlin est chirurgien des hôpitaux, notamment depuis une quinzaine d'années engagé à Gaza. Il était également écrivain, auteur du livre « Le chemin de la cour, les dirigeants israéliens devant la cour pénale internationale » et enfin professeur à la faculté Denis Diderot à Paris. Je vous demande d'accueillir chaleureusement nos deux invités. Barakallahu fikoum. Monsieur Oberlin, Monsieur Ramadan, bonjour à vous, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour cette 32e rencontre annuelle des musulmans de France. Et le thème de cette table ronde, la France, ses musulmans et sa politique étrangère. Alors j'aimerais commencer avec vous, Monsieur Oberlin. Vous êtes docteur et notamment engagé depuis une quinzaine d'années en Palestine. Alors, 15 ans, c'est beaucoup. Vous avez certainement vu beaucoup d'évolutions, notamment des relations entre la France et la Palestine. Si vous pouvez nous faire un historique de votre histoire. Bon, je ne vais pas parler de mon histoire, je vais parler plutôt de l'histoire de mes amis de Palestine, en particulier de Gaza. Et c'est vrai que quand on est sur place et que l'on voit depuis Gaza certaines décisions, déclarations qui sont faites à propos de la Palestine, on ne peut être qu'extrêmement choqué. Alors, juste simplement pour accrocher peut-être ceux qui nous écoutent, j'étais à Gaza au moment de la guerre de 2008-2009, avec ces bombardements terribles, et c'est exactement là-bas, en salle d'opération, que j'ai appris que l'on venait de nommer le soldat Khalid, citoyen d'honneur de la ville de Paris. Vous imaginez l'impression que ce genre de décision peut produire au niveau de nos amis palestiniens. Un autre exemple, cet été, ou plutôt il y a quelques semaines et quelques mois, au moment de ces assassinats terribles à Paris, le premier coup de fil de condoléances que j'ai reçu de l'étranger venait de Gaza. Et mes amis de Gaza disaient, ils participaient, ils apportaient leur témoignage de sympathie, et ils se posaient la question, quelles vont être les conséquences sur les musulmans de France. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas à quel point nous sommes observés, à quel point tout ce que nous faisons est regardé, et le côté positif, à quel point nos amis de Gaza, en particulier mes amis du Hamas, font la différence entre l'opinion, dont ils savent qu'elle est très largement favorable à la justice pour les Palestiniens, et les décisions politiques, les images, les amalgames, dont on va sûrement parler maintenant, qui sont meurtriers. Mais les temps doivent changer, les temps vont changer, je crois. Merci, Monsieur Oberlin. Donc, engagé depuis 15 ans en Palestine, vous avez connu la Palestine sous différentes politiques en France, sous Chirac, sous Sarkozy, aujourd'hui sous François Hollande. Quelle évolution des relations vous avez pu noter? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça s'est dégradé? Les responsables politiques français n'existent pas pour les responsables de Gaza. C'est-à-dire qu'ils considèrent, je parle des 2 dernières législatures, que ce sont des non-interlocuteurs. D'ailleurs, il n'y a aucune tentative de contact. Depuis cette décision vraiment catastrophique qui a été prise de mettre le Hamas sur la liste des organisations terroristes, il n'y a plus de contact diplomatique. Donc une diplomatie qui se barre des interlocuteurs, c'est une diplomatie qui se tire une balle dans le pied. Et depuis les élections du Hamas en 2006,
eh bien, toute une série de mesures de rétorsion ont été prises qui sont non seulement complètement injustes, mais totalement inefficaces. Donc, on est dans une situation où une véritable guerre contre le Hamas a été déclenchée, mais le droit commence à pointer un petit peu son nez. Vous savez que les juges européens, par exemple, eh bien, ont annulé il y a quelques mois la décision du Conseil européen de mettre le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Alors, bien entendu, le Conseil a fait appel, mais ça n'empêche que les juges en droit ont dit eh bien, écoutez, on est désolé, vous nous avez apporté aucun élément de preuve, vous nous avez apporté des coupures de presse, mais rien qui nous permette en droit, et d'ailleurs le Hamas n'a jamais fait la moindre exaction sur le territoire européen, donc le Conseil s'est fait retoquer. Mais le Conseil a fait appel, et donc ça continue. Et une nouvelle décision a été prise il y a encore quelques jours de remettre le Hamas sur la liste des organisations terroristes. On voit là quelque chose qui est extrêmement pervers, c'est-à-dire c'est l'utilisation du droit pour faire la guerre. C'est ce que les anglo-saxons appellent le lawfare, c'est-à-dire qu'on détourne, on utilise les failles, et en fait, il y a un objectif qui est celui de faire une véritable guerre. Donc je crois qu'au niveau du droit, nous sommes à un moment extrêmement important. Beaucoup décrit la Cour pénale internationale, mais peu de gens, y compris dans cette salle, savent qu'il n'y a pas moins de 3 procédures aujourd'hui qui sont ouvertes contre Israël au niveau de la Cour pénale internationale. Et la dernière de ces procédures, d'ailleurs, elle remonte à la semaine dernière. On a eu pas moins de 450 Palestiniens de Gaza qui ont porté plainte auprès de la Cour pénale internationale pour le crime de siège. Donc ça, ce sont des choses importantes, ce sont des choses qui avancent. Et petit à petit, eh bien, peut-être qu'on va réussir un petit peu à redresser la situation par le droit. Merci. Alors, j'aimerais me diriger maintenant vers le professeur Ramadan. On a entendu le témoignage de M. Oberlin. C'est un témoignage qui est poignant. L'homme à abattre, est-il réellement le Hamas? Et qui en souffre le plus? Les Palestiniens, le Hamas? On aimerait avoir un complément d'information sur ce que vous pensez sur ce sujet. Écoutez, je pense que dans ce qui est le sujet de ce matin, la politique étrangère de la France et la relation avec les Français de confession musulmane, le cas emblématique, c'est le cas palestinien, c'est la relation avec la Palestine et c'est en même temps la relation et parfois le silence et parfois la complicité de l'État français vis-à-vis de la politique israélienne. Et en l'occurrence aujourd'hui, il y a des principes qu'il faut mettre en avant et il y a des politiques qu'il faut aussi, dont il faut faire l'analyse. Quand le peuple palestinien décide d'élire ses représentants, il n'appartient à aucun pays sur la terre de commencer à diaboliser le peuple et en fait à punir le peuple sous prétexte qu'on a élu des gens qui le représentaient. Au niveau européen, même d'ailleurs comme au niveau français, puisqu'on l'entend avec votre voix, il y a énormément de gens qui ne sont pas d'accord avec l'idée de mettre le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Et souvent, j'ai été interpellé dans les médias et j'ai dit et répété qu'il en était du Hamas quant à la résistance à l'occupation israélienne, comme il en a été de l'ANC dans la résistance à la politique sud-africaine. Et qu'on a beau célébrer après coup l'icône Mandela, il a été pendant tellement longtemps un terroriste qu'on ferait bien d'avoir de la mémoire plutôt que, de ce point de vue-là, d'accepter ces décisions qui sont des décisions politiciennes, qui ne sont pas des décisions de justice, qui ne sont pas des décisions de droit. Aujourd'hui, qu'il soit clair, qu'on le dise nous aussi, parce qu'il faut que les citoyens se fassent entendre de ce point de vue-là. Aujourd'hui, dans cette question-là, il y a des oppresseurs et il y a des opprimés. Et l'État israélien est un État dont la politique est une politique d'oppression et de colonisation. La résistance palestinienne est légitime. Nous devons rendre éthiques les moyens de la résistance. Ça, c'est ce que je crois fondamentalement. Mais la résistance, il faut la soutenir. Et il en va de la dignité de la France de ne pas l'oublier et de ne pas jouer à faire comme si on ne savait pas
que le plus grand menteur de toute l'équation israélo-palestinienne est à la tête de l'État israélien en la personne de Netanyahou. Donc, dans des cercles privés, on a entendu Sarkozy dire que c'était un grand menteur. Notez qu'entre menteurs, parfois on s'entend bien. Mais en l'occurrence, ici, ce qu'il faut qu'on mette en évidence, c'est qu'on puisse apporter, nous aussi, en tant que citoyens, des positions de principe et qu'on n'ait pas peur, parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de terrorisme intellectuel en France. On ne peut pas parler de ça. Il ne faut pas qu'on dise ceci. Il ne faut même pas qu'on dise, on me dit, il faut qu'on évite le sujet. On a même des organisations françaises, pro-palestiniennes parfois, ou françaises, avec une activité qui est essentiellement orientée vers la référence musulmane, et on a peur, on ne dit plus rien. Aujourd'hui, il faut être... vous savez, Onfray avait écrit, et je l'ai dit dans un post sur Twitter et sur Facebook, il avait dit, il y a certains représentants musulmans qui sont judéo-compatibles. Et ma réponse à Onfray, c'était de dire non. Nous, on est tous judéo-compatibles. On n'a aucun problème avec le judaïsme. Il est interdit islamiquement d'être antisémite. Interdit. Mais ils ne sont pas judéo-compatibles, ils sont israélo-compatibles. C'est-à-dire que ce sont des gens qui soutiennent ou qui se taisent sur la politique israélienne, qui vont s'asseoir au dîner du CRIF en tant que personnes civilisées, en ne sachant pas que ceux aujourd'hui qui orientent la politique du CRIF, c'est une politique de soutien à la politique israélienne et qui suppose que quand on critique l'État d'Israël, c'est comme si on était antisémite. Ils mélangent les genres et ils nous mettent tous dans une situation inconfortable. Et de ce point de vue-là, nous, on doit dire clairement, je ne serai jamais antisémite, mais jamais je ne me tairai devant un État qui est dans la répression. Fût-il un État qui se dit un État juif. Cet État juif trahit les principes du judaïsme par la politique de colonisation et de meurtre qu'il répand. Et ça me permet de dire une chose avant de redonner la parole à Christophe Oberlin, dont moi je salue le courage et je salue la position de principe depuis tant d'années. Ce qu'il faut que nous on dise aussi, c'est que le cas israélo-palestinien, c'est un cas emblématique, mais il faut qu'on fasse attention, nous aussi, à ne pas être uniquement vocal ou visible ou entendu sur cette question-là. Parce que nous serons d'autant plus, par rapport à la politique étrangère, j'aimerais entendre des citoyens français qui parlent de la politique française en Afrique, au Congo, la politique au Niger, au Mali, la politique française étrangère dans le silence par rapport aux Rohingyas, aujourd'hui en Birmanie, dans la réalité de tous ces pays aujourd'hui qui ne sont pas forcément musulmans ou de majorité musulmane, mais où il y a des soutiens, et le dire. Parce que ça, il faut le rappeler, quand on a entendu, après les actes terroristes en janvier, que la France était uniquement victime de ce qui se passait, il faut qu'on dise deux choses. La condamnation absolue de ce qui s'est passé en France doit être claire. Et ajouter à cela que la France doit aussi se rendre compte qu'elle est en guerre ailleurs, que dans le silence par rapport à la Syrie, pendant 8 mois, on n'a rien dit, on n'a rien soutenu. C'est un drame ce qui est en train de se passer en Syrie. Quelle a été la politique française? Et qu'on ne dise pas qu'ils n'étaient pas impliqués en Syrie, qu'on ne nous dise pas que la France n'était pas impliquée sur la question libanaise, ou qu'elle ne nous dit pas aujourd'hui qu'on est silencieux sur la question yéménite. On ne nous dit pas qu'elle était silencieuse sur l'Irak, qu'on ne nous dit pas qu'elle était silencieuse en Libye. La France est impliquée sur sa politique étrangère, sur des chantiers sur laquelle sa politique n'est pas digne aujourd'hui. Elle n'est pas digne des principes qu'elle dit relever. Donc nous, ce qu'on doit dire en tant que citoyens, nous sommes, et vous êtes, vous ici, des Français. Et le vrai Français n'est pas celui qui se tait pour montrer sa loyauté. C'est celui qui est critique parce qu'il est loyal à ses principes. Le vrai Français, il est loyal aux principes de la France et critique par rapport aux politiques françaises, pas le contraire. Parce qu'on est en train d'essayer de demander aux Français, bouclez-la, taisez-vous, montrez que vous êtes Français en étant les béni-oui-oui de Sarkozy, les béni-oui-oui de Hollande et les béni-oui-oui de ceux qui trahissent la République française. Merci Monsieur Ramadan. Nous avons le docteur Oberlin qui voulait réagir aux propos de... Oui, bien entendu, je souscris à 100% à ce que tu viens de dire. Il ne faut pas regarder la pointe de ses chaussures lorsqu'on est face à des situations totalement injustes, et il faut en parler. Et tu as parlé à juste titre du CRIF, du judaïsme. Moi, je voudrais dire plusieurs choses. Déjà, depuis Gaza, en 15 ans, je n'ai jamais entendu ni une personne
ordinaire, ni un responsable quel qu'il soit, tenir un propos antisémite. Alors on me croira ou on ne me croira pas, jamais je n'ai entendu quelqu'un, y compris des plus hauts rangs du Hamas, parler d'expulser qui que ce soit le jour où il y aura l'égalité des droits sur le territoire de la Palestine. Donc cette espèce de procès en antisémitisme qui est fait est complètement scandaleux. L'instrumentalisation qui est faite est scandaleuse. Et là, je ne voudrais pas revenir à mon petit cas personnel, mais ça m'a fait rire quand j'ai vu arriver un courrier, sauf que malheureusement, c'était quand même cet été, c'est-à-dire que c'était au moment du début de la guerre de Gaza. J'ai vu arriver un courrier du Conseil de l'Ordre des médecins qui portait plainte contre moi parce qu'il y a 2 ans, j'avais, dans une question d'examen de droit humanitaire, j'ai un petit certificat de médecine humanitaire, quelques cours, il y a 2 heures de cours de droit humanitaire. Les médecins humanitaires, eh bien, il faut qu'ils connaissent un peu le droit des victimes qui vont secourir, leurs droits également. Et j'avais posé une question pratique qui était un cas réel sur une famille exterminée à Gaza. Et en droit comme en médecine, eh bien, on pose des cas pratiques lors de l'examen. Eh bien, 2 ans après, le Conseil de l'Ordre des médecins porte plainte contre moi pour une question d'examen que j'ai posée, qui ne les regarde pas d'ailleurs, c'est une question d'ordre universitaire. Et la plainte, elle vient d'où? Eh bien, elle vient d'un professeur qui est président de l'Association des médecins israélites de France. Et quand on regarde dans les statuts de cette association, eh bien, on s'aperçoit que la défense d'Israël est inscrite. Il est complètement anormal qu'une association de médecins eh bien, se porte au secours d'un État criminel. Et il est complètement anormal que le Conseil de l'Ordre des médecins se laisse instrumentaliser à ce point. Donc c'est contre chacune de ces petites exactions qu'il faut lutter, il ne faut pas les accepter et il faut parler, il faut utiliser les mots. L'appartenance communautaire, c'est une richesse. Mais le communautarisme, eh bien, ça consiste à défendre quelqu'un au nom de l'appartenance communautaire, même lorsqu'il a tort. Et c'est contre ce communautarisme qu'il faut lutter. Et chacun, à notre place, nous avons une petite action à faire. Tu as évoqué la politique étrangère de la France qui a bien des écarts meurtrières. Il y a un exemple aujourd'hui qui est absolument effrayant, c'est celui de l'Égypte de M. Sisi. Moi, j'étais encore il y a quelques semaines à Gaza. J'ai vu la destruction de la ville de Rafah, une ville égyptienne. Le Rafah égyptien est en train d'être détruit pour empêcher, pour couper le cordon ombilical économique avec l'Égypte. Et qu'est-ce qu'on voit dans nos médias? Eh bien, on se félicite d'un juteux contrat militaire avec ce dictateur qui est effrayant, ce contrat, parce que non seulement on va apporter des armes de destruction massive à quelqu'un qui va s'en servir et qui s'en sert, mais aussi d'une certaine façon, M. Sisi achète finalement notre connivence. Je t'achète tes avions, c'est un gros contrat, et tu me laisses tranquille avec ma population et tu me laisses tranquille avec tes droits de l'homme. Donc on voit que notre diplomatie n'est pas simplement une diplomatie commerciale, c'est aussi une diplomatie, une espèce d'entente sur le dos des populations, et c'est ça vraiment qui doit changer. Je peux réagir sur ça après ta question? Alors, pour rappeler, Monsieur Oberlin est un chirurgien engagé à Gaza. Plusieurs fois dans l'année, il fait le voyage pour venir au secours des populations palestiniennes. Alors, quand Israël commet des crimes sur les Palestiniens, c'est légitime. On dit que c'est une réaction, c'est de la légitime défense. Quand on veut prendre la défense des Palestiniens, lorsqu'on dit qu'ils résistent et que c'est légitime de résister, on nous dit non, vous devez vous taire, vous, musulmans français. J'aimerais savoir pourquoi on nous demande de nous taire, pourquoi on nous demande de ne pas s'impliquer dans ce conflit israélo-palestinien. Monsieur Ramadan, peut-être ou... Non, allez-y. Juste un mot, parce que c'est important. Tu as dit, j'allais à Gaza, etc. Je ne suis qu'une goutte d'eau. Depuis que le coup d'État a eu lieu en Égypte, eh bien, 90% de l'aide médicale à Gaza a été supprimée, car 90% de l'aide médicale à Gaza venait des pays arabes ou musulmans. On pense toujours que l'humanitaire, c'est Médecins sans frontières, Médecins du monde, c'est les Blancs, etc. 90% de l'aide humanitaire à Gaza
en médecine venaient à partir de l'Égypte. Monsieur Ramadan, vous vouliez réagir Oui, je vais réagir sur 2 points, mais je vais d'abord répondre à ta question, puis ensuite élargir aussi la réflexion sur la question de pourquoi est-ce qu'on veut que les citoyens se taisent. En fait, vous êtes soumis en France et dans un certain nombre de pays européens, même aux États-Unis, à quelque chose qui est de l'ordre du chantage à l'appartenance. Ce chantage à l'appartenance, il se traduit de cette façon-là. Si vous voulez vraiment nous prouver que vous êtes américain, que vous êtes français, que vous êtes européen, en particulier en France, c'est une évidence, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas vous prononcer parce qu'elles remettent en cause votre véritable appartenance à la France. La Palestine et le conflit israélo-palestinien en est un. C'est-à-dire, on vous dit, taisez-vous là-dessus, ce sera la preuve que vous êtes vraiment intégré. C'est comme ça, ce chantage à l'appartenance par les politiques et les médias français est en fait le plus grand danger qui guette non pas les Français de confession musulmane, mais toute la France et son avenir. C'est-à-dire qu'en fait, ces politiques aujourd'hui, ces médias aujourd'hui mettent en cause les fondements de la République française. Parce que ceux qui sont en train de dire, vous ne serez pas simplement vraiment des nôtres, tant que finalement vous aurez un esprit critique, une loyauté critique. Or, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est le contraire. En disant, mais attendez, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a une citoyenneté à géométrie variable, puisque certains de vos citoyens, certains de vos politiques, eux n'ont aucun souci à prendre des positions par rapport au conflit palestinien, israélo-palestinien, mais ils sont du bon côté de votre équation. Vous avez des Bernard-Henri Lévy. Arnaud Karsfeld, il est un avocat, conseiller de Sarkozy, il va dans l'armée israélienne et il demande à être dans les territoires occupés. C'est-à-dire, les territoires occupés sont des territoires que les résolutions de l'ONU sont en train de dire c'est illégal. Il est dans l'illégalité internationale et il est le conseiller du président. Mais dans quel monde vit-on ? Qu'est-ce que cette citoyenneté à géométrie variable? Donc le chantage à l'appartenance doit être traduit par les citoyens comme les principes fondamentaux de la République et de la démocratie. Et l'unité de la République, ça ne pourra jamais être la différenciation des citoyennetés et des appartenances. Ça, c'est détruire la République et c'est détruire notre démocratie. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, il faut que les citoyens puissent parler et doivent parler. Mais ce que j'aimerais dire, c'est ça qui était mon propos aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir une vue beaucoup plus large que simplement utiliser ceci. Parce qu'en fait, on nous coince. On fait un chantage à l'appartenance sur le conflit israélo-palestinien et comme nous, on parle beaucoup de ceci, on oublie que notre appartenance à la France, c'est d'être les juges de toute la politique étrangère et de dire, si on est pour la dignité, nous, on ne va pas oublier d'où on vient. La chance, nous sommes une chance pour la France parce que nous sommes la mémoire du Sud et que le Sud a subi les colonisations, que la France n'a pas réglé son problème avec l'Algérie, que la France n'a pas réglé son problème avec l'Afrique, que la France, elle est encore dans la France-Afrique et que nous, on doit aujourd'hui permettre à la France de dépasser ce passé. C'est pour ça que je pense que, par exemple, les indigènes de la République, quand ils disent qu'il y a un problème, ils ont raison. Je ne suis pas d'accord avec l'obsession de la culpabilité de la France, mais de poser le problème est important parce qu'il faut qu'on le dépasse, ce problème. Et dans ce qui a été dit, par exemple, aujourd'hui, on vient de nous dire au Yémen, la communauté internationale soutient l'Arabie Saoudite parce que, en fait, on veut que le droit soit respecté de celui qui a été élu président. Très bien, mais on ne vous a pas entendu en Égypte quand l'élu président. Et moi, qu'on ne vienne pas me dire, ah, vous êtes le... Non, ça ne sert à rien d'applaudir, il faut qu'on essaye de s'entendre là-dessus. Quand le président Morsi était en exercice, dans le livre que j'ai écrit avant et les articles que j'ai écrits pendant, j'ai été très critique par rapport à cette politique, parce que je pense qu'il y avait des erreurs, parce que je pense que la politique n'était pas la bonne, parce que je pense qu'à vouloir être complètement dans une espèce de perception fermée de l'agir politique, ils se sont trompés. J'ai fait cette critique-là. Et donc on ne viendra pas me dire « Ah, c'est parce que vous êtes le petit-fils de... » Il y en a marre de ça. Donc en l'occurrence, il y a eu des erreurs. Mais le problème, il est un problème de principe. On intervient au Yémen sur la légalité de celui qui est élu et qui ne se retrouve plus au pouvoir. Et on vient nous dire « Ah, mais le peuple ne soutenait Morsi que par une petite minorité. » Et c'est M. Hollande qui nous dit ça. Mais alors, 20% de Français qui soutiennent Hollande, ça mettrait en cause sa légitimité légale? Depuis quand est-ce qu'on fait de la politique comme ça?
il y a un mandat, il faut aller jusqu'au bout. C'est un coup d'État militaire. Mais le pire que de ce qui est en train de se passer, c'est que ce monsieur Sisi est 3 fois pire que celui qui l'a précédé. En l'espace de 32 minutes, les pouvoirs judiciaires et militaires de l'Égypte ont pu condamner 1012 opposants à mort. Et aujourd'hui, on vient nous parler des droits humains. Nous, on ne peut pas se taire. Mais on ne peut pas se taire en Égypte, on ne doit pas se taire au Mali, on ne doit pas se taire au Congo, on ne doit pas se taire au Rwanda de ce qu'a été le rôle de la France. Il faut aussi que nous, on soit universalistes. Il y a une chose que j'aimerais dire aux Français de confession musulmane, vous n'êtes pas du côté des opprimés musulmans, vous êtes du côté des opprimés, quelle que soit leur appartenance. Et que les plus communautaristes dans ce pays aujourd'hui, ce n'est pas la communauté musulmane, ce ne sont pas les Français communautaires, c'est des gens comme le CRIF, que quoi que fasse le gouvernement israélien, ils sont d'accord. Ils sont d'accord avec ce qu'ils font. Ça, c'est une réduction de l'appartenance à la tradition juive par le soutien aveugle à une politique qui dit le représenter. L'État d'Israël ne représente pas le judaïsme, il le trahit. Et nous, de ce point de vue-là, il faut qu'on dise le communautarisme, il n'est pas chez nous. Ce n'est pas en répétant sempiternellement le fait que nous sommes communautaristes que vous cacherez le vôtre, que vous cacherez ce qui est en train de se passer. Donc j'aimerais aussi que nous, on soit un peu plus courageux. Moi, ce que j'aimerais demander à ceux qui viennent là, qui applaudissent quand ils entendent quelque chose de bien, qu'on applaudisse moins, qu'on parle davantage et qu'on soit plus courageux au quotidien. Les autorités politiques, il faut les interpeller au niveau local. Les autorités politiques, il faut les interpeller pas simplement au présidentiel, dans les municipales. Il faut les interpeller sur la justice. Il faut les interpeller sur la dignité internationalement, en leur disant une chose. Si vous pensez qu'on aura la paix en France avec les injustices que vous faites à travers le monde, vous vous trompez. Vous êtes en train de travailler contre la paix en France en ayant cette politique injuste à l'étranger. Les choses sont liées. Il n'y a pas, on parle de la France, on est gentil en France et on ne parle plus du reste. Parce que ceci, ce serait être mauvais citoyen et pas vraiment très humain dans notre façon de gérer ces choses. Merci, Monsieur Ramadan. Dénoncer, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut agir, il faut mettre en œuvre des plans, des actions, comme vous l'avez dit, interpeller la Cour pénale internationale pour demander à ce qu'il y ait des jugements, à ce que toutes les injustices, quelles qu'elles soient, qu'elles touchent les musulmans ou non, soient dénoncées, soient condamnées. Monsieur Oberlin, vous vouliez réagir tout à l'heure suite aux propos de Monsieur Ramadan sur la politique française Je crois qu'elle sera très très mal jugée par l'histoire parce qu'on se demande vraiment ce que la France a à dire vis-à-vis de conflits qui sont très très loin de nos frontières et surtout pas seulement à dire mais à agir. Moi j'observe depuis plus de 10 ans la sagesse extrême des gens qui sont impliqués sur le terrain. Et là tu as critiqué, mais c'est tout à fait... c'est ton droit le plus strict, mais la politique égyptienne sous Morsi. Mais je me souviens aussi que j'étais à l'époque beaucoup plus volontariste. Je me disais, bon, il faut qu'il y ait plus, il faut qu'on ouvre, il faut que ça avance, il faut que la frontière tombe, etc. Et c'était justement les responsables locaux qui me disaient, mais tu sais, on a le monde entier qui nous observe, il ne faut pas qu'on aille trop vite, il faut qu'on soit prudent, on va faire une zone franche, mais attendons un petit peu. Il y avait une extrême prudence, c'est-à-dire que la diplomatie qui était menée de la part des terroristes, entre guillemets, était en fait une diplomatie extrêmement prudente et raisonnable. Concernant le conflit syrien, mais je me souviens encore, mon ami Mahmoud Zahar, en 2012, qui me disait le conflit syrien devrait être réglé, ou en tout cas une initiative devrait être prise localement par les pays qui sont concernés, par leur proximité à leurs frontières. C'est-à-dire que l'Égypte de Morsi et l'Iran devraient prendre une grande initiative et dire écoutez, essayons de régler les choses au plus près. Ce n'est pas à la France de dicter qui va bombarder qui en Syrie, bien évidemment. Alors, il y a aussi les conséquences au niveau national, c'est-à-dire que cette espèce de folie qui nous fait poursuivre notre politique coloniale outre-mer, on adapte aussi, on crée de véritables lois
de lois d'exception. Ces lois sur le terrorisme n'a aucune définition juridique. Les juges ne sont incapables de nous dire ce que c'est que le terrorisme. Alors quand on parle d'apologie de terrorisme, là on entre véritablement dans le non-droit. Le Hamas, c'est toujours une organisation terroriste. Finalement, quand je parle de mon ami Mahmoud Zahar, est-ce que je ne suis pas finalement complice d'une organisation terroriste? Est-ce que finalement je ne devais pas aller en prison avec d'autres? On est dans une situation où on distord le droit, y compris le droit national. Donc c'est ça qu'il faut, je crois, dénoncer. Merci, Monsieur Oberlin. Alors, aujourd'hui, on doit se taire sur la Palestine et on doit légitimer toutes les interventions qui sont faites en Irak, le coup d'État qui a été fait en Égypte, etc. Monsieur de Villepin l'a dit, le réseau de Daesh, il a notamment été créé par les États-Unis, l'Occident, on va dire, la France et l'Angleterre. Par leur intervention en Irak, cela a fait que l'État islamique, le réseau de Daesh, a été créé. On voit de plus en plus de réseaux terroristes comme Al-Qaïda, etc. Et on a l'impression que le fait de médiatiser ces groupes terroristes légitime justement le coup d'État en Égypte, légitime l'oppression que fait subir Israël à la Palestine. Et nous, en tant que musulmans, parfois, en tant que musulmans français, on s'en sent dépassé, on n'arrive plus à comprendre comment défendre ces causes. Vous nous avez dit de dénoncer toute forme d'injustice. Mais quand on voit justement que des groupes terroristes qui tuent au nom de l'islam, et qu'ensuite on nous dit c'est de votre faute, c'est vous qui l'avez cherché, comment justement le musulman en France doit-il réagir face à ça, Monsieur Ramadan ? Écoutez, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, parce que ça, c'est des questions qui sont délicates, mais qui exigent que nous prenions des positions. Sur la question internationale, ou sur la question de ces groupes, quelque chose que Christophe vient de dire et qui est fondamental, c'est qu'à un moment donné, l'appartenance des Français à la France demande effectivement d'avoir une politique, une parole politique en France par rapport à la politique du gouvernement. Mais quand on est un être humain, on est un citoyen d'un pays, on est aussi un être humain et on regarde l'humanité, on regarde aussi les sociétés majoritairement musulmanes. Et je dis souvent ceci aux citoyens occidentaux de confession musulmane, nous devons aussi établir la critique très ferme des pays arabes. Le problème de la Palestine, c'est moins l'Occident que la lâcheté des Arabes, la lâcheté de tout le Moyen-Orient. Parce que s'il y avait une once de dignité par rapport à ce qui se passe en Palestine, on ne se retrouverait pas avec ceux qui vont retrouver Sisi à Sharm el-Sheikh et qui font comme si de rien n'était. Donc à partir d'un certain moment, nous avons à faire trois choses dans la parole. Ceux qui aujourd'hui sont ces mouvements-là, qui utilisent l'islam, il y a de ce point de vue-là des mouvements. Al-Qaïda a été la première manifestation globale, même s'il y en avait des réseaux auparavant et des groupements. Il y a Daesh, il y a l'État islamique. Nous avons, nous, d'abord à travailler sur trois plans, si je peux dire. Le premier plan, c'est le plan « il parle au nom de l'islam ». Donc on ne peut pas s'asseoir et dire « non, 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 ça c'est pas l'islam, l'islam c'est pour la paix ». Ça va. George W. Bush peut dire aux musulmans l'islam est une religion de paix. Il n'y comprend rien, il n'a rien compris, mais il sait, son service et son système sait utiliser. Nous, par contre, ce qu'on doit dire, on doit avoir une parole musulmane extrêmement claire sur la condamnation de ce que font ces groupes et la façon dont ils instrumentalisent l'islam. Donc nous, on a d'abord des positions de principe à prendre. Et les positions de principe que nous devons prendre, ce sont des positions de principe parce que quelqu'un parle au nom de l'islam, il faut que les musulmans disent quelque chose sur le fait que ça, c'est pas l'islam. Que quand on voit les Shabab au Kenya séparer les chrétiens des musulmans, tuer 140 personnes, on doit dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Est-ce qu'on doit dire aussi à tous, et en particulier en Occident, autant nous sommes dans la condamnation absolue de ce qui est fait au nom de l'islam, autant on aimerait qu'en Occident, on cesse de laisser entendre que les victimes blanches occidentales de ceux qui trahissent l'islam ont plus de valeur que les victimes musulmanes, arabes, africaines de ces mêmes terroristes, entre guillemets, au sens où on n'a pas défini le terme, mais de ces meurtriers. Il faut qu'on arrête de
catégoriser les victimes. Mais nous, il faut qu'on prenne une position de principe qui est de dire nous sommes contre. Il y a une deuxième chose à faire. Elle est importante, c'est une position politique. Et cette position politique, elle est aussi de remonter aux causes, c'est-à-dire de se dire qu'il y a une histoire. Les gens ne viennent pas de n'importe où. Les gens, ils ont une histoire. Et en même temps aussi de regarder les déplacements de ces terroristes. Et là, on doit aussi se dire, attendez, comment ça s'est passé en Afghanistan? Comment ça s'est passé au Yémen? Comment ça s'est passé? Dans le soutien des dictatures, il y a le fait aussi parfois d'alimenter la violence qui lui répond. Et puis ensuite, il y a effectivement de se dire qui a utilisé qui. Parce qu'on est venu nous diaboliser Ben Laden à un moment donné de l'histoire. Pendant des années, on l'a utilisé en Afghanistan. Il a été l'allié objectif de la politique américaine. Saddam Hussein, qu'on a diabolisé par la suite. Il était assis à côté de qui dans les cercles? À côté de qui? À côté des plus hautes instances américaines, parce qu'il était l'allié objectif contre l'Iran. À un moment donné, il ne faut pas que la question politique, elle demande de la mémoire. Et les politiques d'aujourd'hui, ils aimeraient qu'on ait moins de mémoire et juste des condamnations. Non, il faut des condamnations des faits, le rappel des causes et la responsabilisation par rapport aux causes, dans tous les domaines. Regardez ce qui est en train de se passer en Libye. Moi, qu'on vient me dire, quand je suis avec Henri Guénaud sur un plateau de télévision et qui me dit « nous sommes intervenus pour des raisons humanitaires en Libye », je me dis « non mais attendez, vous vous moquez de qui et de quoi et de où? Avec qui? Vous l'avez reçu comment, Kadhafi, quand il est venu à Paris? Comment l'avez-vous reçu? Avec sa tante, avec son arrogance d'un homme qui était un dictateur, pour venir ensuite nous dire que vous pensiez au peuple libyen? Vous avez pensé au peuple libyen quand cela était nécessaire pour vos intérêts géostratégiques et économiques. Donc il faut de ce point de vue-là que nous allions en cause. Mais attention, ce n'est pas une simple condamnation de l'Occident, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une condamnation des États arabes, c'est aussi une condamnation des dictatures, c'est aussi une condamnation des lâchetés arabes, parce que les gouvernements arabes sont des gouvernements lâches, qu'ils ne font pas ce qui est demandé par leur peuple, parce que la majorité des peuples, d'ailleurs la majorité des peuples sont fondamentalement pro-palestiniens, la majorité des États trahissent les intérêts palestiniens chaque jour de leur travail. Et le premier, c'est l'Égypte. Si on voulait une politique pro-sioniste aujourd'hui, on ne ferait pas mieux que ce que fait Sisi aujourd'hui. C'est un allié objectif. Notez que c'est la même chose pour les États du Golfe. Dans leur silence et leur stratégie, ils font la même chose. C'est la deuxième chose. Et le dernier point sur lequel j'aimerais mettre en évidence notre engagement, c'est qu'à partir d'un certain moment, tout ceci, il faut l'avoir en tête. Mais où est-ce que vont se jouer les choses pour les Français? Ici. Ici, c'est-à-dire dans une présence citoyenne, dans une information, dans une interaction avec les concitoyens français. En 20 ans, la question palestinienne, 25 ans, la question palestinienne a changé. On était beaucoup plus pro-israélien vis-à-vis de ce qu'on pensait, de ce qu'on est maintenant. Les choses évoluent et ça vient de quoi? Ça vient d'une meilleure connaissance, mais ça vient aussi du changement des populations, de mémoires qui sont différentes. Nous devons faire ce travail. Ce n'est pas un travail pour coloniser les consciences, c'est un travail pour réveiller les principes. Nous devons être vous savez, comme ces éclaireurs-là, comme ces gens qui mettent en évidence ce que font les politiques de surveillance aux États-Unis, comme Snowden et autres, eh bien nous devons faire ça. C'est-à-dire, nous devons être, sur le plan local, des personnes qui réveillons les consciences. Et là, moi, je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt optimiste, parce que, sur le long terme, nous gagnons la partie. Et je vais vous dire une chose, ceux qui sont les plus promoteurs sur le plan des recherches sont là. On a des recherches qui viennent d'Autriche, des recherches qui viennent des États-Unis. Ceux qui sont en train d'alimenter le fait que l'islam est un problème et d'islamophobie sont souvent des milieux qui sont très liés au milieu pro-sioniste. Parce qu'ils comprennent une chose, si ces gens-là deviennent des citoyens, s'ils réussissent et continuent à parler des principes et non pas de leur appartenance, ils seront dangereux sur le type de relation que l'Occident aura avec, d'une certaine façon, Israël, mais aussi des autres dictatures. Donc il faut que nous continuions. La démocratie, c'est bon ici, ça doit être bon là-bas. La dignité humaine, c'est à respecter ici, c'est à respecter là-bas. Soyons des universalistes ici sur le plan local pour pouvoir changer la politique étrangère de la France. Merci, Monsieur Ramadan. Il nous reste quelques minutes avant de conclure sur ce thème. Alors, j'aimerais réagir, encore une fois, sur des causes.
quand la Palestine est touchée, quand la Libye est touchée, quand la Syrie est touchée, on voit les musulmans en France et du monde entier qui se mobilisent dans les rues, qui sortent et qui crient, qui disent c'est pas normal ce que subissent nos frères musulmans, etc. On voit qu'on réagit, nous, musulmans de France, sous l'émotivité, sous l'émotion, quand il se passe quelque chose. Et on se dit, on est prêt à faire l'impossible pour aider nos frères au bout du monde. Alors, pendant quelques jours, on va marcher dans les rues. Et quelques semaines après, ce sera aux oubliettes, ce qu'on a fait, dénoncer, être solidaire avec nos peuples, avec les peuples opprimés. Alors j'aimerais savoir, vous, Monsieur Oberlin, qui est un homme de terrain, vous, Monsieur Ramadan, qui est très écouté auprès des musulmans de France, d'Europe, et j'ai envie de dire du monde entier, quels conseils vous pouvez donner justement à ces musulmans qui ont envie d'être solidaires envers leurs frères qui souffrent dans le monde, justement pour ne pas perdre cette motivation, et justement les conseils que vous pouvez leur donner justement pour ne pas perdre espoir et continuer à œuvrer? Moi, je n'ai pas de conseils à donner, j'observe simplement, et en observant, ça me rend optimiste aussi, malgré tout ce qu'on peut voir. Je crois que j'ai réglé le problème de mon pessimisme en ne regardant plus la télévision et en n'écoutant plus la radio. Je me sens beaucoup mieux, et à partir de là, eh bien, on voit beaucoup de signes positifs. On a parlé de cette politique étrangère de la France qui, au fond, est la créatrice de tous ces mouvements qui aboutissent à des crimes horribles. Mais il faut aussi que l'on s'interroge sur ce que nous faisons ici. Vous voyez, moi j'ai été particulièrement frappé après le drame de ce journal. Je ne parle pas du journal d'ailleurs, parce que j'avais beaucoup de réticence vis-à-vis du journal, et d'ailleurs j'avais lutté dans le passé contre les dérives de ce journal qui était vraiment, qui avait atteint des niveaux très bas. Mais ce qui m'a frappé, eh bien, c'est que les deux principaux criminels, il faut les appeler ainsi, eh bien, c'était des Français de France qui sont nés à côté de chez moi, à quelques centaines de mètres, qui sont allés dans les écoles, qu'auraient pu fréquenter les écoles de mes enfants. Et finalement, on a bien peu parlé du parcours épouvantable de ces jeunes qui ont été vraiment déstabilisés par la vie, et que ça s'est passé chez moi, vous voyez, dans mon arrondissement tout près. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons été incapables, eh bien, de venir en aide à ces jeunes. Il n'y avait pas de père, la mère n'en parlons pas, etc. Et donc, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Il faut que notre système, eh bien, évolue dans le sens de la facilitation à tous les citoyens de notre pays. Il faut que chacun puisse accéder au droit, à la justice, au développement. Et donc, c'est ce travail de fond qui est nécessaire. Alors, moi, je suis optimiste, et je peux citer simplement, je suis contre les statistiques ethniques, bien entendu, et j'ai des tas de raisons pour ça, mais j'observe simplement, par exemple, eh bien, la population de mes étudiants en médecine. Vous savez qu'il y a énormément d'étudiants en médecine. Chez moi, ils sont 2500. Et je regarde simplement, eh bien, depuis une vingtaine d'années, les noms des étudiants qui vont passer le concours. Ils sont 2500. Et puis, il y a 20 ans, quand je regardais les noms des étudiants qui étaient reçus à la fin de la première année, c'était un petit peu décevant. Et puis maintenant, je m'aperçois, eh bien, que les étudiants reçus, eh bien, reflètent exactement la sociologie de la population qui est celle de ma fac, c'est-à-dire celle du nord de Paris, du nord de la région parisienne, du nord-est de la banlieue parisienne. Et pour vous donner une anecdote qui remonte simplement à la semaine dernière, dans mon microscopique certificat de médecine humanitaire, bien entendu, il y a un biais, c'est un certificat optionnel, chacun s'inscrit sur la base de la volonté. Eh bien, j'ai posé la question aux étudiants, on avait un cours, très bien fait d'ailleurs, pas par moi, sur l'humanitaire et la culture. Et j'ai posé la question aux étudiants, quels sont ceux qui sont français dans la salle? Alors j'ai vu toutes les mains se lever sauf une. Puis j'ai posé la question, quels sont ceux dont les parents sont français? Et là j'ai vu une seule main se lever. Autrement dit, on voit, si vous voulez, qu'il y a un mouvement extrêmement puissant d'une population dont les parents ou les grands-parents n'étaient pas français et qui maintenant, eh bien, à partir du moment où on est dans la filière,
anonyme et gratuite, eh bien, il y a un espoir. Et c'est ça, c'est un véritable mouvement de fond qui est en train de se passer, qui me rend optimiste. Merci Oberlin. Monsieur Ramadan, en quelques secondes. Oui, j'ai vu qu'il n'y avait plus le temps, mais simplement parce que vous demandez des conseils, et je pense qu'il faut qu'on dise un certain nombre de choses. Déjà, il faut commencer à développer un état d'esprit qui est exactement en droite ligne de ce que vient de dire Christophe, à savoir que tout le discours politique qui nous dit que l'intégration en France est en panne, que ça ne marche pas, c'est un discours d'imposture. C'est pas vrai. Ça marche. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les deuxième, troisième et quatrième générations sont en train de sortir du ghetto urbain, du ghetto géographique et du ghetto intellectuel. Dans les lieux de médecine, dans le journalisme, dans toutes les professions, on est en train de sortir. Et cette visibilité-là, elle est en train d'essayer d'être traduite en disant « Ah, c'est une nouvelle communauté communautariste ». Non, c'est une nouvelle présence dans les lieux où se discute, c'est-à-dire le mainstream, c'est-à-dire dans tous les corps de profession. Donc ça, déjà, il faut déjà le porter. Pourquoi ? Parce qu'il faut le porter avec optimisme, mais il faut le porter non même pas avec optimisme, avec une réalité. C'est un fait objectif devant nous. C'est pas quelque chose qu'on rêve, c'est quelque chose que l'on vit. Et à partir de là, se poser la question, et c'est ça qui m'intéresse, quelle est notre valeur ajoutée politique ? Notre valeur ajoutée politique, elle est de deux ordres. Le premier, c'est qu'il ne faut pas distinguer la présence citoyenne et politique nationale avec la présence et le discours citoyen de la politique internationale de la France. Il faut lier les deux en disant on est des citoyens et il faut faire le travail local. Il faut être engagé politiquement dans les dynamiques sociales, dans les dynamiques politiques locales. En France, c'est ce que moi j'appelle cette dynamique du mouvement national d'initiative locale. Il faut que ce soit politique. Et la valeur ajoutée, elle est celle-ci. C'est-à-dire qu'on rappelle à nos politiques, au niveau local comme au niveau national, que nous sommes du côté des principes qui sont défendus par la République et que nous partageons, que nous ne faisons pas de différence. Et à partir d'un certain moment, non, il ne faut pas attendre août 2014 pour être pro-palestinien pendant 2 mois. Il faut avoir une vue politique à long terme, c'est-à-dire être du côté des opprimés. Ça veut dire 2 choses. La première des choses, c'est s'engager sur le temps long. Le temps long, c'est-à-dire que les victimes, vous savez, c'est comme quand vous vous occupez de quelqu'un qui est drogué. Quand quelqu'un est drogué, vous ne l'aidez pas à un moment donné à s'en sortir, puis vous le lâchez. Il a besoin de votre accompagnement. Ne faites pas de l'accompagnement du drogué dans les motifs. Les motifs, c'est le sentimentalisme instantané et qui passe. Non, il faut, de ce point de vue-là, avoir une vue longue. Et donc, cette vue longue, c'est-à-dire continuer à parler de ces sujets quand le monde se tait. À l'heure où on vous parle, on n'en parle pas aux 20 heures de la Palestine, mais la colonisation continue, les exactions continuent, les tortures et les mauvais traitements continuent, les tortures de basse intensité continuent. Et c'est vrai dans tout le monde. Donc il faut, de ce point de vue-là, continuer à s'informer et à parler sur le temps long. Et la deuxième des choses qu'il faut faire, c'est lier les domaines, c'est-à-dire parler non pas simplement de la politique étrangère de la France dans les sociétés majoritairement musulmanes. Je suis désolé, il faut parler de la politique française autant en Amérique du Sud qu'en Afrique, qu'en Asie, et il faut avoir une véritable vision générale et ne pas se taire. Exiger aussi, nous, que les politiques étrangères changent, le temps long et la vision générale. En fait, il faudrait que les Français de confession musulmane parlent moins de l'islam de leur appartenance que des principes de leur fondement. Et les principes de leur fondement, c'est là où ils vont retrouver l'humanité. C'est là où ils vont retrouver des gens qui ne sont pas musulmans. Je vais même vous dire une chose, pour terminer sur une note réelle. Beaucoup de vos concitoyens français qui ne sont pas de confession musulmane, certains sont athées, agnostiques, juifs, chrétiens, hindous et bouddhistes, eh bien, ils sont heureux de voir des gens français qui osent dire leur appartenance et défendre des principes. Ne confondez pas le discours politique des salons et des médias avec les réalités profondes de la France. Un jour, cette France-là, elle reconnaîtra les siens. Bien sûr, et nous en avons la preuve avec M. Oberlin qui témoigne de sa présence aujourd'hui. La France, ses musulmans et sa politique étrangère abordée par Dr Oberlin et le Dr Ramadan. Merci de votre présence et encore une fois, soyez les bienvenus. Sans transition, la suite du programme.